Le succès, j'ai appris, est une forme particulière de camouflage. Il déguise la faiblesse en force, la solitude en accomplissement, et plus dangereusement encore, l'illusion en perspicacité. À 42 ans, je dirigeais un empire technologique basé sur des systèmes de détection de proximité, ces capteurs sophistiqués qui vous avertissent de l'approche d'un objet avant même que vous ne puissiez le voir. L'ironie ne m'a pas échappé plus tard. Comment un homme qui a fait des millions en détectant l'approche d'objets pouvait rester si aveugle à ce qui s'approchait de sa propre vie? Je m'appelle Brian Banks, et voici l'histoire de comment j'ai découvert que tout ce que je croyais savoir sur la confiance était faux. Le matin qui allait finalement bouleverser ma vie, commença comme n'importe quel autre dans notre vaste maison coloniale à Westchester. J'étais dans mon bureau à la maison dès 5h30, en train d'examiner des contrats pour un projet d'installation militaire, quand j'entendis la voix d'Alison résonner dans le couloir tranchante, impatiente, brisant la fragile paix que les premières heures avaient offerte. « Amber, je t'ai dit d'enlever ce sac à dos du comptoir de la cuisine. Tu crois que le reste d'entre nous veut regarder ton bazar pendant qu'on essaie de manger ?» Je m'arrêtai, ma tasse de café à mi-chemin de mes lèvres. Notre fille aînée avait 12 ans, dotée d'une maturité troublante qui me faisait parfois oublier qu'elle était encore une enfant. Elle gardait sa chambre impeccable, faisait ses devoirs sans qu'on le lui rappelle, et n'avait jamais rien laissé traîner là où ça ne devait pas être. Si son sac à dos était sur le comptoir, il y avait une raison. J'emballais mon projet de science, maman. Je ne voulais pas oublier. Je me fiche de ce que tu faisais. Déplace-le. Maintenant. L'échange n'avait duré que 30 secondes, mais il contenait tout ce que j'essayais de ne pas voir depuis des mois. L'irritation à peine contenue dans la voix d'Alison quand elle parlait à Amber. La réponse prudente et mesurée d'une enfant qui avait appris à naviguer dans les humeurs de sa mère. L'absence de chaleur ou de patience que j'entendais quand Alison parlait à Whitney, notre fille de 10 ans, ou à Jerry, qui en avait 8. J'avais bâti ma carrière sur la reconnaissance de motifs, sur des capteurs capables de distinguer différents types de mouvements, de formes, de menaces. Mais d'une certaine manière, je m'étais entraîné à ne pas voir les motifs dans ma propre maison. À ne pas reconnaître les signes qui s'accumulaient depuis des années comme des sédiments dans une eau stagnante. L'entreprise de détecteurs de proximité avait dépassé mes projections les plus folles. Ce qui avait commencé comme un projet d'ingénierie en cycle supérieur, s'était transformé en une entreprise avec des contrats fédéraux, des clients internationaux, et une technologie si sophistiquée qu'elle pouvait suivre plusieurs objets simultanément, tout en filtrant les faux positifs. Les applications militaires à elles seules m'avaient rendu suffisamment riche pour que l'argent cesse d'être une préoccupation depuis des années. Mais le succès en affaires ne s'était pas traduit par une meilleure compréhension des gens, en particulier des personnes les plus proches de moi. J'avais rencontré Alison 15 ans plus tôt, pendant ce que je reconnaissais maintenant comme la période la plus socialement maladroite de ma vie d'adulte. Fraîchement sorti de l'école supérieure, noyé sous les prêts étudiants, j'avais survécu en donnant des cours particuliers aux étudiants de premier cycle en ingénierie et en informatique. Le travail était bien payé, et plus important encore, il me donnait une raison d'interagir avec les gens sans la pression d'essayer d'être charmant ou spirituel. Je pouvais me cacher derrière des équations et des algorithmes, laissant la compétence se substituer au charisme. La plupart de mes étudiants étaient des étudiants en ingénierie en difficulté, mais parfois j'avais quelqu'un d'extérieur au département. Jézébel avait été l'une de ces exceptions, une étudiante en art qui devait satisfaire une exigence scientifique et qui s'était retrouvée, d'une manière ou d'une autre, dans un cours de programmation avancé clairement au-delà de sa préparation. Elle était frappante d'une manière peu conventionnelle, avec des cheveux sombres qui semblaient absorber la lumière, et des yeux verts qui suggéraient qu'elle trouvait la plupart du monde discrètement amusant. « Je ne suis pas stupide », m'avait-elle dit lors de notre première séance, s'installant dans la chaise en face de mon petit bureau dans le centre de tutorat de la bibliothèque. Mais pour moi ça pourrait tout aussi bien être des hiéroglyphes. Je l'avais aidé à naviguer dans le cours, mais plus que cela, je m'étais retrouvé entraîné dans des conversations sur sa vie en dehors de l'école. Elle se payait ses études en travaillant dans des emplois dont elle ne parlait pas en détail, vivant dans un quartier que la plupart des étudiants évitaient, subvenant à ses besoins avec une détermination qui m'impressionnait. Quand elle avait mentionné ses difficultés à payer son loyer, j'avais trouvé des moyens d'aider, en prolongeant nos séances de tutorat, en la recommandant pour un poste d'études-travail, et finalement en lui offrant de petits prêts que je ne m'attendais jamais à voir remboursés. Nous n'étions jamais vraiment sortis ensemble,
Mais il y avait eu une intimité dans ces séances d'études tardives, une connexion basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'attraction. Elle avait obtenu son diplôme, déménagé, et j'avais perdu contact avec elle alors que mon entreprise commençait à exiger plus de mon attention. C'est 2 ans plus tard que j'ai rencontré Alison lors d'une réception de conférence. Elle était belle d'une manière qui faisait s'arrêter les conversations quand elle entrait dans une pièce, blonde, parfaitement proportionnée, avec un sourire qui semblait conçu pour les couvertures de magazines. Elle travaillait dans le marketing pour un cabinet de conseil, et quand elle riait de mes tentatives maladroites d'humour, j'avais l'impression d'avoir gagné quelque chose pour lequel je ne savais même pas que je concourais. Notre cours avait été rapide, motivé par ma gratitude qu'une femme comme elle puisse s'intéresser à quelqu'un comme moi, et par sa fascination apparente pour mon succès professionnel. Elle posait des questions détaillées sur mes contrats, mes projections de revenus, mes plans d'expansion. J'avais pris cela pour un intérêt sincère pour mon travail plutôt que pour une évaluation de mon potentiel de gain. Nous nous sommes mariés après 1 an de fréquentation, et les premières années avaient été vraiment heureuses. Alison avait quitté son emploi pour se concentrer sur la décoration de notre nouvelle maison, et plus tard sur l'éducation de nos enfants. Amber est arrivée en premier, suivi de Whitney 2 ans plus tard, puis de Jerry. Pendant un temps, le rythme de la vie familiale avait fourni une structure qui fonctionnait pour nous deux. Mais les schémas ont tendance à se révéler avec le temps, et celui qui avait émergé était troublant. Le traitement des enfants par Alison suivait une hiérarchie claire. Jerry, en tant que Benjamin et seul garçon, recevait une affection sans critique. Whitney, douce et désireuse de plaire, gagnait l'approbation par sa docilité. Amber, intelligente et indépendante, semblait exister dans un état de déception perpétuelle pour sa mère. J'avais d'abord essayé d'aborder le sujet indirectement, en louant les réussites d'Amber devant Alison, en créant des opportunités de rapprochement mère-fille, en suggérant des activités familiales qui pourraient combler le fossé. Mais les réponses d'Alison avaient été dédaigneuses. « Tu la gâtes », disait-elle. Elle doit apprendre que le monde ne tourne pas autour d'elle. L'accusation était absurde. Amber était l'enfant la moins exigeante que j'ai jamais rencontrée. Elle anticipait les besoins, résolvait les problèmes de manière autonome et faisait preuve d'une considération pour les autres qui semblait instinctive. Si quelque chose m'inquiétait, c'était qu'elle était trop accommodante, trop prompte à absorber un blâme qui n'était pas le sien. L'interaction de ce matin avait été typique, mais quelque chose à son sujet avait finalement percé mon aveuglement volontaire. Peut-être était-ce la précision de la cruauté d'Alison, la façon dont elle avait rejeté l'explication d'Amber sans même prétendre l'écouter. Peut-être était-ce la façon dont Amber avait répondu, comme si elle avait appris depuis longtemps à ne pas attendre d'équité de la part de sa mère. Ou peut-être était-ce la distance croissante entre Alison et moi qui m'avait finalement fait prêter attention aux distances qu'elle maintenait avec les autres. Les rapports sexuels étaient devenus peu fréquents, puis mécaniques, puis pratiquement inexistants. Les conversations s'étaient réduites à la logistique, emploi du temps, dépenses, activités des enfants. Elle s'était de plus en plus intéressée au shopping, à la décoration, aux activités qui l'éloignaient de la maison. Quand j'avais suggéré une thérapie de couple, elle avait ri. « Nous n'avons pas de problème, Brian. Nous avons juste des intérêts différents. » Mais les problèmes étaient là, s'accumulant comme des radiations de fond, invisibles jusqu'à ce qu'on les cherche directement. Les nuits tardives qu'elle passait sur son ordinateur. Les appels téléphoniques qui se terminaient brusquement quand j'entrais dans la pièce. La façon dont elle avait commencé à s'habiller plus soigneusement, à se maquiller pour aller à l'épicerie, à faire de l'exercice avec une nouvelle intensité. Je m'étais dit que c'était des changements positifs, des signes d'un regain d'intérêt pour la vie. J'avais ignoré le fait qu'aucun de ces regains d'intérêt ne semblait m'inclure. Les capteurs de proximité que j'avais conçus pouvaient détecter le mouvement, identifier des objets et prédire des trajectoires avec une précision remarquable. Ils pouvaient vous dire quand quelque chose se déplaçait vers vous, s'éloignait de vous ou se préparait à changer de direction. Mais ils ne pouvaient pas vous dire pourquoi. Assis dans mon bureau ce matin-là, écoutant ma femme réprimander notre fille pour un crime qui n'existait que dans son imagination, j'ai réalisé que tous mes systèmes de détection sophistiqués n'avaient pas réussi à m'alerter du mouvement le plus important dans ma propre maison. Le lent et constant retrait de la femme que j'avais épousée de la famille que nous avions construite ensemble. Cette pensée aurait dû m'alarmer. Au lieu de cela, j'ai senti quelque chose de plus froid et plus analytique s'installer en moi.
la même attention focalisée que j'apportais au débogage de systèmes complexes. S'il y avait un problème, il pouvait être identifié, mesuré et traité. Je n'avais simplement pas encore décidé quelle forme prendrait ce traitement. À l'extérieur de la fenêtre de mon bureau, le soleil montait plus haut, et je pouvais entendre les enfants se préparer pour l'école. Jerry s'entraînait à frapper dans le jardin, le bruit satisfaisant de la batte rencontrant la balle traversant notre pelouse parfaitement entretenue. Whitney fredonnait quelque chose de sa dernière leçon de musique. Et Amber attendait probablement déjà près de la porte d'entrée, sac à dos à la main, projet bien rangé, prête à exceller dans tous les défis que la journée pourrait apporter. Pour leur bien, me dis-je, je devais commencer à prêter plus attention aux signaux que j'avais ignorés. Les détecteurs de proximité dans mon entreprise fonctionnaient parce qu'ils ne cessaient jamais de scanner, ne supposaient jamais qu'aujourd'hui serait comme hier, ne faisaient jamais confiance au fait que les objets familiers continueraient à se déplacer selon des schémas prévisibles. Il était temps d'appliquer cette même vigilance à ma propre vie. La vérité a un poids que la fiction n'a pas. Quand vous la rencontrez enfin après des mois à vivre avec des mensonges soigneusement construits, elle frappe avec la densité de la matière effondrée, réorganisant tout autour d'elle selon de nouvelles lois impitoyables de la physique. J'ai découvert l'infidélité de ma femme un mardi après-midi de novembre, 3 semaines après avoir commencé à prêter plus attention aux schémas dans ma propre maison. Le voyage d'affaires à Denver devait durer jusqu'à vendredi, mais une réunion avec un client avait été annulée, libérant mon emploi du temps de façon inattendue. J'avais pris un vol plus tôt pour rentrer, pensant que je pourrais surprendre Allison, peut-être l'emmener dîner. Nous n'étions pas sortis ensemble depuis des mois, et une partie de moi croyait encore que la proximité pourrait restaurer ce que la distance avait érodé. J'avais appelé de l'aéroport pour lui faire savoir que je rentrais plus tôt, mais l'appel était allé directement sur la messagerie vocale. Inhabituel, mais pas alarmant. Elle passait plus de temps hors de la maison ces derniers temps, des séances de shopping qui s'étiraient sur des après-midi entiers, des rencontres avec des amis que je n'avais jamais rencontrés. La maison était silencieuse quand je me suis garé dans l'allée à 15h30. La BMW d'Allison était dans le garage, mais elle n'a pas répondu quand j'ai appelé son nom. J'ai posé mes bagages dans l'entrée, et j'ai écouté le silence particulier d'une maison vide, sauf qu'elle n'était pas tout à fait vide. Des sons venaient de l'étage, étouffés mais indéniables une fois qu'on se permettait de les reconnaître pour ce qu'ils étaient. Je suis resté au bas de l'escalier pendant ce qui m'a semblé des heures mais qui était probablement moins d'une minute, traitant des informations que mon cerveau essayait constamment de rejeter. La partie rationnelle de mon esprit. L'ingénieur qui résolvait les problèmes par une analyse méthodique. Cataloguait les preuves avec une précision clinique. 2 voix. Une familière, l'autre non. Un rythme qui n'avait rien à voir avec une conversation. La partie émotionnelle de mon esprit s'est simplement éteinte, comme si quelqu'un avait coupé un disjoncteur. Je montais les escaliers avec le calme délibéré que j'avais appris lors de mes travaux de surveillance à l'université, quand j'aidais un ami détective privé à documenter des cas de fraude à l'assurance pour gagner de l'argent de poche. Chaque pas était calculé pour éviter les grincements que je savais présents, ma mémoire musculaire guidée par les plans que j'avais examinés lors de la rénovation de la maison 5 ans plus tôt. La porte de notre chambre était entr'ouverte. À travers l'ouverture, je pouvais voir ma femme avec un homme que je reconnaissais. Roger Mayberry, l'un de mes principaux cadres commerciaux. Quelqu'un à qui j'avais confié des contrats d'1 million de dollars, quelqu'un que j'avais invité à des barbecues familiaux, quelqu'un qui s'était assis à ma table à manger, et avait complimenté la cuisine d'Allison tout en planifiant de me trahir de la manière la plus intime possible. La scène était banale dans sa crudité, laide dans son évidence. Pas de romance, pas de passion qui aurait pu expliquer, sinon excuser, la trahison. Juste 2 personnes utilisant le corps de l'autre tout en détruisant nonchalamment les fondations du foyer de mes enfants. J'ai observé pendant peut-être 30 secondes, assez longtemps pour documenter des détails que j'aurais aimé pouvoir oublier, puis je suis redescendu avec la même précision mécanique que j'avais utilisée pour monter. L'arrêt émotionnel était maintenant complet, remplacé par quelque chose de plus froid et plus concentré. J'ai conduit jusqu'au bureau et j'ai passé 2 heures à fixer des feuilles de calcul sans les voir, attendant la rage ou le chagrin ou ce que les gens normaux ressentaient dans ces situations. Au lieu de cela, je ne ressentais qu'une clarté cristalline, comme si quelqu'un avait enfin ajusté la mise au point d'un microscope à travers lequel je plissais les yeux depuis des années. Lorsque je suis rentré à la maison ce soir-là, Allison était dans la cuisine en train de préparer le dîner,
fredonnant doucement. Elle a levé les yeux quand je suis entré, et son sourire était chaleureux, sincère, ou une simulation si parfaite que la différence n'avait pas d'importance. Tu es rentré tôt? Comment était Denver? Productif, ai-je dit, acceptant son baiser sur la joue, notant le léger parfum de Cologne qui n'était pas le mien s'attardant dans ses cheveux. La réunion a été annulée, alors j'ai pris un vol plus tôt. Je suis contente. Tu m'as manqué. Le mensonge a été prononcé avec une telle assurance désinvolte, que j'ai senti quelque chose de fondamental changer en moi, comme des plaques tectoniques trouvant un nouvel alignement. Ce n'était pas un incident isolé, un moment de faiblesse à pardonner et oublier. C'était du théâtre, joué par quelqu'un qui était devenu expert en tromperie. Le dîner était agréable. Alison s'est renseignée sur le client, a ri de mes anecdotes de voyage, a discuté des prochains événements scolaires des enfants avec un enthousiasme apparent. Si je n'avais pas vu ce que j'avais vu, j'aurais pensé que nous passions l'une de nos meilleures soirées depuis des mois. Après qu'elle soit allée se coucher, je suis resté dans mon bureau jusqu'à presque l'aube, ne travaillant pas mais réfléchissant avec la précision méthodique que j'apportais aux problèmes d'ingénierie complexe. Quels étaient les paramètres de la situation? Quels étaient mes objectifs? De quelles ressources disposais-je? Les réponses sont venues avec une clarté surprenante. Le mariage était terminé. C'était non négociable. Mais la manière dont il se terminerait déterminerait tout ce qui importait, la garde des enfants, le partage des biens, et surtout, si la justice serait rendue ou simplement l'opportunisme. J'ai pensé à Roger Mayberry, son habilitation de sécurité, son accès aux contrats classifiés, sa réputation professionnelle soigneusement construite. J'ai pensé à Alison, sa dépendance au style de vie que mon succès avait procuré, sa croyance apparente qu'elle pouvait avoir à la fois la sécurité du mariage et l'excitation de l'adultère sans conséquence. Ils avaient fait leur choix en secret, protégés par mon ignorance et leur propre planification minutieuse. Mais les secrets j'avais appris pendant mon bref passage à aider aux enquêtes, n'étaient que des informations attendant que la bonne personne les découvre et les utilise. Au matin j'avais décidé que si ma femme voulait jouer à des jeux de tromperie, je lui montrerais à quoi ressemblait vraiment une tromperie de niveau professionnel. La première étape était la reconnaissance. J'avais besoin de comprendre l'étendue de la trahison, sa durée, ses schémas. J'avais besoin de preuves qui seraient utiles dans une procédure de divorce. Plus important encore, je devais m'assurer que lorsque j'agirais, les conséquences seraient à la fois rapides et irréversibles. J'ai appelé Jézébel depuis le bureau cet après-midi-là, retrouvant son numéro à travers une série de vieux contacts et de suppositions éclairées. Elle a répondu à la 3e sonnerie, sa voix portant le même détachement amusé dont je me souvenais de nos séances de tutorat 15 ans plus tôt. Brian Banks. Je me demandais si j'entendrais à nouveau parler de toi. J'ai besoin d'aide, et je dis, me dispensant de politesse. Le genre d'aide que tu pourrais être particulièrement qualifié pour fournir. Intéressant. Devrais-je demander dans quel genre de problème tu t'es fourré, ou préfères-tu expliquer en personne? En personne serait préférable. Es-tu toujours en ville? Je le suis. Je gère quelques entreprises dont tu n'approuverais probablement pas, mais elles sont légales et rentables. Peux-tu me rencontrer demain? Nous avons convenu de nous retrouver dans un café à Soho, un terrain neutre où 2 vieux amis pourraient se rattraper sans attirer l'attention. Mais en raccrochant le téléphone, je savais que nous étions bien au-delà du territoire de l'amitié. Ce que j'envisageais nécessiterait quelqu'un qui comprenait les applications plus sombres de la technologie. Quelqu'un qui évoluait dans des cercles où l'information était une monnaie d'échange et la réputation n'était qu'un autre atout à exploiter ou à détruire. Quelqu'un exactement comme la femme que Jézébel était devenue. Jézébel ressemblait exactement à quelqu'un qui avait passé 15 ans à apprendre à profiter des faiblesses des autres, c'est-à-dire qu'elle avait l'air réussie, dangereuse et complètement indifférente à la morale conventionnelle. Elle avait choisi une table dans le coin au fond du café, positionnée pour observer les 2 entrées, et lisait ce qui semblait être une proposition commerciale quand je suis arrivé. Tu as l'air bien, Brian. Le succès te va bien. Merci. Tu as l'air, je fis une pause, cherchant le mot juste. Elle portait une robe noire coûteuse qui suggérait la richesse sans ostentation, et ses cheveux foncés étaient maintenant plus courts, encadrant son visage avec une précision chirurgicale. Redoutable. Elle rit, le même son dont je me souvenais de nos séances d'études tardives. Je vais prendre ça comme un compliment.
Alors, de quel genre d'aide as-tu besoin qui requiert mes compétences particulières? J'avais répété cette conversation mais assis en face d'elle, je me suis retrouvé à devoir recalibrer. L'étudiante en art timide que j'avais tutorée avait disparu, remplacée par quelqu'un qui irradiait la confiance tranquille d'une personne qui avait appris à naviguer dans des eaux dangereuses sans se mouiller. Ma femme a une liaison avec l'un de mes employés. Je veux qu'ils soient tous les deux détruits professionnellement et personnellement, et je veux la garde de mes enfants. J'ai besoin que cela soit fait d'une manière qui semble être le résultat de leur propre mauvais jugement qui les rattrape. Elle hocha la tête comme si je lui avais demandé de recommander un restaurant complet. J'aime ça. Combien de preuves as-tu? Observation directe. Je les ai vus ensemble dans ma maison. Mais j'ai besoin de plus pour la procédure de divorce, et j'ai besoin d'un levier qui va au-delà du simple adultère. Que fait-il pour toi? Directeur commercial. Contrat militaire. Il a une habilitation de sécurité qui est essentielle à sa carrière. Est-elle? Femme au foyer. Goût coûteux. Aucun revenu propre, complètement dépendante du style de vie que je lui offre. Jézébel sortit une tablette et prit des notes avec l'efficacité de quelqu'un menant une consultation d'affaires. Échéance? Je veux que cela soit résolu avant les vacances de Noël des enfants. 2 mois maximum. Budget? Peu importe le coût. J'ai cité un chiffre qui aurait pu acheter une voiture de luxe, et j'ai accepté sans hésitation. L'argent avait cessé d'avoir de l'importance dès l'instant où j'avais vu ma femme avec un autre homme dans notre chambre. Ce qui comptait maintenant c'était la précision, la minutie, et le genre de destruction créative qui servirait d'avertissement. J'aurais besoin d'un accès complet à votre maison, dit-elle. Système de sécurité, réseau informatique, relevé téléphonique. Pouvez-vous arranger cela? J'ai conçu le système de sécurité. J'ai un accès administrateur à tout. Bien. Nous commencerons par la surveillance. Caméra haute définition, enregistrement audio, surveillance numérique complète. Je veux documenter leurs habitudes, leurs méthodes de communication, leurs vulnérabilités. Ensuite nous passerons aux aspects plus créatifs. Elle a esquissé un plan d'une élégante complexité. L'habilitation de sécurité de Roger le rendait vulnérable aux irrégularités financières, en particulier celles qui pourraient suggérer une influence étrangère ou des loyautés compromises. Une série de transactions en crypto-monnaie, correctement dissimulées et synchronisées avec son accès aux documents classifiés, déclencherait des processus de révision automatique qui détruiraient sa carrière, même s'il était finalement innocenté. Pour Alison, l'approche serait plus personnelle. Jézébel était spécialisée dans les sites de contenu pour adultes, et elle avait appris que la façon la plus efficace de compromettre quelqu'un était de les rendre complices de leur propre destruction. Des contrats qui semblaient être pour du mannequinat ou du travail promotionnel, mais qui autorisaient en réalité une utilisation beaucoup plus explicite. Du contenu vidéo qui serait produit professionnellement et distribué stratégiquement pour un effet maximal. La beauté, expliqua-t-elle, c'est qu'ils penseront tous les deux être malins. Il croira avoir trouvé un moyen de gagner facilement de l'argent. Elle pensera explorer sa sexualité en toute sécurité. Quand ils réaliseront ce qui se passe réellement, il sera trop tard pour défaire les conséquences. J'ai écouté sa description des détails techniques avec la même fascination que j'apportais autrefois aux défis d'ingénierie. La précision requise, l'attention au timing, les multiples éventualités, c'était comme concevoir un système complexe, où chaque composant devait fonctionner parfaitement sous peine d'échec de toute l'opération. Une question, dit-elle alors que nous nous préparions à partir. Pourquoi moi? Vous pourriez engager des professionnels pour ce genre de travail. Parce que vous comprenez la loyauté, et je dis. Et parce que vous avez été là où je suis maintenant, trahi par des gens qui vous croyaient trop naïfs pour riposter efficacement. Elle étudia mon visage pendant un long moment. Cela va vous changer, Brian. Quand ce sera terminé, vous ne serez plus la même personne qui faisait confiance à sa femme et à son employé. Êtes-vous sûr de vouloir cela? J'ai cessé d'être cette personne au moment où j'ai monté ces escaliers, et je dis. Maintenant je veux simplement devenir quelqu'un dont mes enfants pourront être fiers. L'installation eut lieu la semaine suivante, pendant que Alison rendait visite à sa sœur dans le Connecticut. L'équipe technique de Jézébel travailla avec une efficacité militaire, plaçant des caméras et des microphones dans toute la maison,
avec une attention particulière pour la chambre principale et le bureau d'Allison. L'équipement était suffisamment sophistiqué pour être invisible, mais assez simple pour être opéré à distance. Plus important encore, ils ont mis à niveau notre système de sécurité Internet, pour inclure un logiciel de surveillance qui suivrait chaque appareil sur le réseau. Email, messages textes, réseaux sociaux, historique de navigation, tout serait enregistré et analysé pour détecter des schémas. Roger s'avéra encore plus facile à manipuler que nous l'avions prévu. Une série d'emails soigneusement rédigés provenant d'un entrepreneur de défense fictif lui fit croire qu'il était recruté pour un poste de consultant lucratif. Le travail exigeait qu'il accepte des paiements via des échanges de crypto-monnaies, ostensiblement pour des raisons de confidentialité. Chaque transaction était structurée pour créer l'apparence d'une influence étrangère tout en restant techniquement légale. En 3 semaines, il avait accepté près de 50 000 $ de paiement qui paraîtraient profondément suspects aux enquêteurs de sécurité. L'argent provenait de comptes contrôlés par Jezebel, blanchis à travers suffisamment de sociétés écrans pour faire de leur traçage un cauchemar bureaucratique. La corruption d'Allison nécessita plus de finesse. L'approche de Jezebel fut de se faire passer pour un chasseur de talent pour des agences de mannequins haut de gamme, la contactant via les réseaux sociaux avec des offres flatteuses et des contrats d'apparence professionnelle. Les premières séances étaient légitimes des photographies de mode qui faisaient sentir Allison glamour et désirable. Mais chaque session incluait des tenues plus révélatrices, des poses plus suggestives, jusqu'à ce que la ligne entre le mannequinat et le contenu pour adultes devienne insignifiante. Les contrats qu'elle signait étaient des chefs-d'œuvre de tromperie juridique, accordant des droits d'utilisation étendus bien au-delà de ce qu'une personne raisonnable pourrait s'attendre. Au moment où elle réaliserait les implications, son image figurait déjà sur des sites web spécialisés dans le contenu amateur mettant en scène des femmes mariées. Les caméras de surveillance documentaient tout son enthousiasme pour le travail de mannequin, ses rencontres de plus en plus fréquentes avec Roger, ses discussions désinvoltes sur nos finances et mes affaires. Elle parlait de moi avec un mélange de mépris et de calcul qui était plus dévastateur que ne l'aurait été la colère. Il est brillant en technologie, je l'ai entendu dire à Roger un après-midi, mais complètement ignorant des gens. J'aurais probablement pu faire ça pendant des années sans qu'ils s'en aperçoivent. Elle se trompait sur ce point, mais pas de la façon qu'elle pensait. En décembre, toutes les pièces étaient en place. L'examen de l'habilitation de sécurité de Roger avait été déclenché par l'activité financière mystérieuse. Les photos de mannequins d'Allison étaient en cours de préparation pour être distribuées sur plusieurs sites web pour adultes. Les images de surveillance fournissaient un enregistrement complet de leur liaison, avec des conversations qui élimineraient toute possibilité de réconciliation ou de règlement de divorce favorable. Je me sentais comme un chef d'orchestre préparant le mouvement final d'une symphonie, chaque instrument accordé et positionné pour un impact maximal. La révélation ne viendrait pas comme un seul coup dévastateur, mais comme une cascade de conséquences, chacune plus destructrice que la précédente. Mes enfants heureusement restaient inconscients de la tempête qui approchait. Amber continuait d'exceller à l'école tout en gérant la cruauté désinvolte de sa mère avec une grâce remarquable. Whitney et Jerry maintenaient leurs préoccupations typiques d'enfants amis. Devoirs, liste de souhaits de Noël. Les protéger du chaos à venir était devenu ma principale motivation. Le 2e vendredi de décembre, tout était prêt. Roger recevrait la notification de son examen de sécurité le lundi matin. Les photos d'Allison seraient mises en ligne le mardi. Les papiers du divorce accompagnés de preuves documentées d'adultère et de malversation financière seraient signifiés le mercredi. Mais d'abord je voulais leur donner une dernière occasion de montrer qui ils étaient vraiment, sans la protection du secret ou le confort de croire qu'ils étaient plus intelligents que tous ceux qui les entouraient. Il était temps pour la confrontation. La capacité humaine d'auto-illusion est remarquable, mais elle a ses limites. Même les menteurs les plus accomplis finissent par rencontrer des situations où la réalité refuse de se plier à leur récit préféré. J'avais passé des semaines à observer ma femme et Roger naviguer dans leur liaison avec une assurance désinvolte, convaincu que j'étais trop confiant et trop occupé pour remarquer leur trahison. J'ai décidé de tester la solidité de cette illusion. L'occasion s'est présentée un samedi matin lorsqu'Allison a annoncé qu'elle allait faire du shopping avec des amis, une excuse manifestement fausse devenue son alibi habituel pour rencontrer Roger. J'ai attendu qu'elle parte, puis j'ai appelé la ligne du bureau de Roger depuis mon téléphone portable. Roger, c'est Brian. Désolé de vous déranger le week-end,
mais j'ai besoin de discuter de la révision du contrat Henderson. Pourriez-vous me retrouver au bureau vers 14 heures? Bien sûr, monsieur Banks. J'y serai. À 13h50, je me suis positionné dans le parking où je pouvais observer l'entrée de notre immeuble. Roger est arrivé à l'heure précise, habillé de façon décontractée, mais portant son sac d'ordinateur portable, l'image même d'un employé dévoué, répondant à une demande professionnelle urgente. Il ne pouvait pas savoir que j'avais déjà confirmé qu'Alisson était garé à 3 pâtés de maison, attendant son appel pour le signal du tout est clair. Je l'ai suivi dans le bâtiment, gardant suffisamment de distance pour éviter d'être repéré, et je l'ai regardé entrer dans l'ascenseur. Au lieu de le rejoindre, j'ai pris les escaliers jusqu'au 20e étage, arrivant à notre suite de bureaux juste au moment où il s'installait dans la salle de conférence. La confrontation que j'avais planifiée était simple dans son concept, mais dévastatrice dans son exécution. Je leur présenterai des preuves irréfutables de leur liaison, leur offrirai le choix entre une confession volontaire et une exposition publique, puis je regarderai leur tromperie soigneusement construite s'effondrer sous le poids de la vérité documentée. Mais les plans, même les bons, survivent rarement au contact de l'imprévisibilité humaine. Je suis entré dans la salle de conférence portant une tablette chargée de vidéos de surveillance, et j'ai trouvé Roger en train d'examiner ce qui semblait être des documents contractuels légitimes. Pendant un instant, le voyant là dans son rôle d'employé, j'ai ressenti quelque chose qui aurait pu être du doute. C'était quelqu'un avec qui j'avais travaillé pendant 3 ans, quelqu'un dont je respectais la compétence professionnelle, quelqu'un qui avait contribué à construire le succès qui avait pourvu aux besoins de ma famille. Puis je me suis souvenu du son de sa voix dans ma chambre, et le doute s'est évaporé. Roger, merci d'être venu. Avant de discuter du contrat Henderson, je veux vous montrer quelque chose. J'ai activé la tablette et sélectionné un fichier vidéo du mardi précédent. La qualité de l'image était excellente. L'équipe de Jezebel avait installé du matériel haut de gamme, et l'audio était suffisamment clair pour capturer chaque mot doux murmuré et chaque critique désinvolte à mon égard qu'ils avaient partagé. La réaction de Roger fut révélatrice. Pas de choc, pas de déni, aucune tentative d'explication ou d'excuse. Au lieu de cela, son expression passa de la confusion au calcul, puis à quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Il vivait avec le stress de la tromperie depuis des mois, et une partie de lui accueillait favorablement la fin de ce fardeau. « Depuis combien de temps êtes-vous au courant ?» demanda-t-il. « Assez longtemps. La question maintenant est de savoir ce que nous allons faire à ce sujet. » Il s'adossa à sa chaise, m'étudiant avec un nouvel intérêt. « Que voulez-vous ? Votre démission, avec effet immédiat. Une confession signée détaillant l'étendue et la durée de votre relation avec ma femme. Et votre coopération dans une procédure de divorce qui me donnera la garde exclusive de mes enfants. Et si je refuse ? Je lui ai montré le fichier vidéo suivant, celui-ci documentant son acceptation des paiements en crypto-monnaie qui apparaîtraient aux enquêteurs de sécurité comme des preuves d'influence étrangère. Alors ceci sera transmis aux autorités compétentes lundi matin, accompagné de documents montrant comment vous avez utilisé votre accès à des contrats classifiés pour faciliter ce qui semble être de l'espionnage. Le sang se retira de son visage lorsqu'il comprit les implications. Un examen d'habilitation de sécurité était une chose, gênant mais surmontable. Des preuves de trahison potentielle étaient fatales pour sa carrière et potentiellement criminelles. Vous m'avez piégé. Vous vous êtes piégé vous-même. Je l'ai simplement documenté. Il passa plusieurs minutes à parcourir les preuves que j'avais préparées, et je regardais son sang-froid professionnel s'effondrer alors qu'il réalisait l'ampleur de son exposition. Finalement il leva les yeux avec une expression mêlant respect et haine. « Vous n'êtes pas l'homme que je pensais, Brian. » « Non, ai-je acquiescé. »« Je ne le suis pas. » Il signa la confession et la lettre de démission que j'avais préparée, mais en me les rendant, quelque chose changea dans son comportement. L'acceptation vaincue fut remplacée par un désespoir furieux, et je réalisai que j'avais commis une erreur tactique. J'avais supposé que confronté à des preuves accablantes, il réagirait avec l'instinct de préservation rationnelle d'un professionnel acculé. Au lieu de cela, il réagissait avec la volatilité émotionnelle d'un homme qui avait tout perdu, et n'avait plus rien à protéger. L'attaque physique, lorsqu'elle survint, fut maladroite mais vicieuse. Il se jeta par-dessus la table de conférence avec la fureur maladroite de quelqu'un qui n'avait jamais été dans une vraie bagarre, mais était trop en colère pour se soucier de la technique.
J'ai réussi à éviter le pire, mais son poing a heurté ma tempe assez fort pour me faire tituber en arrière contre le mur. La commotion cérébrale fut immédiate et désorientante. La pièce basculait à des angles impossibles, et la voix de Roger semblait venir de très loin alors qu'il hurlait des accusations et des menaces qui pénétraient à peine le brouillard dans ma tête. J'ai glissé le long du mur et perdu connaissance juste au moment où j'entendais la sécurité approcher. Je me suis réveillé à l'hôpital 6 heures plus tard, avec Alison assise à côté de mon lit, l'air appropriément inquiète. La performance était impeccable. Épouse inquiète, reconnaissante que son mari soit sain et sauf, en colère contre l'employé qui l'avait inexplicablement attaqué. Si je n'avais pas su mieux, j'aurais cru à sa détresse sincère. La police veut te parler, dit-elle. Roger a été arrêté, mais ils ont besoin de comprendre pourquoi il t'a attaqué. Différents professionnels, dis-je testant ma voix, et la trouvant plus stable que je ne l'aurais cru. En désaccord contractuel qui a dégénéré. Elle hocha la tête, acceptant l'explication sans poser de questions. Pourquoi soupçonnerait-elle quelque chose de plus compliqué? De son point de vue, l'attaque de Roger était malheureuse, mais sans rapport avec ses propres tromperies soigneusement compartimentées. L'ironie était parfaite. Son amant venait de se détruire en essayant de protéger un secret qui n'en était plus un, tandis qu'elle était assise à côté de mon lit d'hôpital, jouant le rôle de l'épouse dévouée, ignorant que sa propre destruction suivait son cours. Au cours des 3 jours suivants, pendant que je me remettais de la commotion cérébrale, les dernières pièces de mon plan se mettaient en place. L'habilitation de sécurité de Roger fut suspendue en attendant l'enquête. Les photos de mannequins d'Alison furent mises en ligne exactement sur les sites web promis par Jezebel. Les papiers du divorce étaient finalisés et prêts à être signifiés. Le jeudi matin, j'ai emmené les enfants prendre le petit déjeuner. Quelque chose que j'avais commencé à faire régulièrement comme moyen de passer du temps avec eux loin des humeurs de plus en plus erratiques de leur mère. Autour de pancakes et de jus d'orange, je les ai préparés à ce qui allait arriver. Les enfants, j'ai quelque chose d'important à vous dire à propos de votre mère et moi. Amber leva les yeux de son assiette avec l'expression sérieuse qui la faisait paraître des années de plus que ses 12 ans. Vous divorcez. Cette déclaration me frappa comme un coup physique, non pas parce qu'elle était inattendue, mais à cause de la façon dont elle l'avait prononcée, comme un fait accompli. Comment le savais-tu? Je ne suis pas stupide, papa. Maman agit bizarrement depuis des mois, et toi aussi tu es différent. En plus j'ai entendu des choses. Quel genre de choses? Elle jeta un coup d'œil à Whitney et Jerry, qui écoutaient avec l'attention écarquillée que les enfants accordent aux conversations qu'ils sentent importantes mais ne comprennent pas entièrement. On peut en parler plus tard? Juste nous deux? J'ai acquiescé, me faisant une note mentale d'avoir cette conversation dès que possible. Quoi qu'Amber ait observé, c'était clairement plus que ce que j'avais réalisé. Oui, nous divorçons et je dis, mais rien ne changera concernant l'amour que j'ai pour vous tous. Vous vivrez toujours avec moi, irez dans les mêmes écoles, garderez les mêmes amis. Est-ce qu'on verra toujours maman? Demanda Whitney d'une petite voix. Bien sûr. Elle sera toujours votre mère, et elle vous aime beaucoup. C'était le premier mensonge que je racontais à mes enfants depuis des mois, mais c'était un mensonge nécessaire. Ils apprendraient bien assez tôt que la capacité d'amour de leur mère était plus conditionnelle qu'ils ne le croyaient. Pour l'instant, ils avaient besoin de stabilité et de réconfort. Cet après-midi-là, pendant qu'ils étaient à l'école, j'ai remis les papiers du divorce à Alison. Sa réaction était tout ce que j'espérais, et rien de ce à quoi je m'attendais. Le choc était authentique, elle n'avait clairement pas anticipé que son aventure serait découverte, encore moins documentée avec une rigueur professionnelle. Mais au lieu de honte ou d'excuses, son émotion principale semblait être l'indignation face à mon invasion de sa vie privée. Tu m'as fait suivre? Tu as mis des caméras dans notre maison? J'ai protégé mes enfants et mes biens de quelqu'un qui trahissait les deux. C'est insensé, Brian. Les gens ont des aventures. Ça arrive. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas arranger les choses. Le rejet désinvolte de sa trahison était stupéfiant, mais pas surprenant. Elle avait vécu avec cette tromperie pendant si longtemps qu'elle s'était convaincue que c'était normal, acceptable, même compréhensible. L'idée qu'il puisse y avoir des conséquences au-delà d'un embarras temporaire semblait vraiment la choquer. Arranger quoi, exactement? Le fait que tu couches avec mon employé dans notre lit? Le fait que tu discutes de nos finances privées avec lui?
Ou le fait que tu joues dans des vidéos pour adultes. Cette dernière révélation a brisé son indignation composée comme un marteau-piqueur à travers du verre. Pour la première fois depuis que je la connaissais, Allison semblait vraiment effrayée. Ce n'est pas, c'était juste des photos de mannequinat, lisse les contrats que tu as signés. Jézabel a été très minutieuse. La mention du nom de Jézabel a déclenché une reconnaissance, et j'ai vu le moment où elle a réalisé l'ampleur de ce qui lui avait été fait. Ce n'était pas un crime passionnel ou une découverte soudaine. C'était une campagne soigneusement orchestrée conçue pour la détruire complètement. Tu as planifié tout ça. Tout. Tu as fait tes choix. J'ai simplement veillé à ce qu'ils aient des conséquences appropriées. Elle passa l'heure suivante à alterner entre la rage, la négociation et des tentatives désespérées pour trouver un arrangement. Elle proposa de mettre fin à sa liaison, d'aller en thérapie, de faire tout ce qui était nécessaire pour préserver le mariage. Quand ces approches échouèrent, elle menaça de se battre pour la garde des enfants, d'exposer mes méthodes de surveillance, de rendre le divorce aussi coûteux et public que possible. Rien de tout cela n'importait. Les preuves étaient accablantes, la stratégie juridique était solide, et ses propres actions avaient éliminé toute possibilité de sympathie publique. Elle était comme Jézabel l'avait prédit, complice de sa propre destruction. Le soir venu, elle avait fait ses valises et déménagé dans la maison que j'avais achetée pour elle, assez proche pour maintenir le contact avec les enfants, assez loin pour commencer sa nouvelle vie en tant que femme dont le mauvais jugement lui avait coûté tout ce qu'elle tenait pour acquis. Les enfants ont pris la nouvelle avec une résilience remarquable. Whitney a pleuré, Jerry a posé des questions pratiques sur les horaires et les vacances, et Amber a simplement haussé la tête comme si elle confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. Cette nuit-là, après qu'il se soit endormi, je me suis assis dans mon bureau et j'ai essayé d'évaluer ce que j'avais accompli. La trahison de ma femme avait été exposée et punie. La traîtrise de mon employé avait été récompensée par la destruction de sa carrière et des accusations criminelles. Mes enfants étaient en sécurité sous ma protection, loin de l'influence toxique de quelqu'un qui s'était avéré capable de cruauté désinvolte envers eux. Mais Jézabel avait eu raison sur le coup personnel. L'homme qui avait fait confiance à sa femme et cru en la possibilité d'explications innocentes avait disparu, remplacé par quelqu'un de plus dur, plus méfiant et infiniment plus dangereux à contrarier. Je n'étais pas encore sûr si cette transformation était quelque chose à célébrer ou à pleurer. La justice, j'ai découvert, est un plat qui se sert le mieux avec une documentation méticuleuse et un précédent juridique inattaquable. 3 mois après avoir signifié à Ellison les papiers du divorce, j'étais assis dans une salle de conférence en face de son avocat, le regardant examiner des preuves qui m'avaient pris 6 mois à compiler, et qui lui prendraient environ 30 secondes pour reconnaître comme mettant fin à la carrière de sa cliente. Le processus de médiation avait été prévu pour 2 jours, mais je soupçonnais que nous aurions terminé avant le déjeuner. L'avocat d'Allison, un spécialiste matrimonial réputé pour obtenir des règlements favorables de maris fortunés, s'attendait clairement à ce que ce soit une simple affaire d'adultère compliquée par des questions de biens et de garde. Il ne s'attendait pas à se retrouver face à l'équivalent d'un dossier fédéral documentant une tromperie systématique, une manipulation financière et une mise en danger d'enfants. Monsieur Banks, dit-il en fermant le dossier avec la précision minutieuse de quelqu'un manipulant du matériel radioactif, c'est exhaustif. Je crois en la rigueur, répondis-je. De l'autre côté de la table, Allison était assise à côté de son avocat avec la posture rigide de quelqu'un essayant de garder sa dignité tout en voyant son monde s'effondrer en temps réel. Elle avait perdu du poids depuis son déménagement, et ses vêtements pendaient sur son corps d'une manière qui suggérait le genre de stress qui fait que la nourriture a un goût de carton. Une partie de moi ressentait quelque chose qui aurait pu être de la sympathie, mais s'était submergé par la satisfaction de voir les conséquences rattraper enfin les choix. La médiatrice, une juge aux affaires familiales à la retraite nommée Patricia Henley, avait examiné le dossier de preuve la veille et avait ouvert la séance avec un étonnement à peine dissimulé quant à son ampleur. Des images de surveillance, des relevés financiers, des aveux signés, et le plus dommageable de tous, un témoignage d'une source inattendue. Avant de discuter de la répartition des biens, dit-elle, nous devons aborder l'arrangement de garde. Madame Banks, je comprends que vous demandez la garde partagée des 3 enfants. C'est exact, votre honneur. Je suis leur mère. Malgré mes erreurs, je les aime et je veux maintenir une relation significative avec eux. C'était la bonne chose à dire,
prononcé avec une conviction maternelle appropriée. Si cela avait été une procédure de divorce typique, cela aurait pu être persuasif. Mais la juge Hanley avait lu la déclaration de témoin d'Amber, et son expression suggérait qu'elle la trouvait plus convaincante que la performance de sa mère. Monsieur Banks, vous demandez la garde exclusive. Sur quel motif? J'avais répété ce moment, mais assis là face à la femme qui avait partagé mon lit pendant 15 ans tout en planifiant de me trahir, les mots sont venus avec une difficulté surprenante. Non pas parce que je doutais de leur véracité, mais parce que les prononcer rendait la destruction de notre famille irrévocablement définitive. Aliénation parentale, votre honneur. Madame Banks a constamment démontré du favoritisme parmi les enfants, avec une hostilité particulière envers notre fille aînée. De plus, sa conduite pendant sa liaison a exposé les enfants à un comportement inapproprié et à une supervision peu fiable. Je n'ai jamais exposé les enfants à quoi que ce soit d'inapproprié, dit Allison, sa voix s'élevant légèrement. Ma relation avec Roger était complètement séparée de mon rôle de mère. La juge Hanley consulta ses notes. Madame Banks, selon les rapports de surveillance, vous avez mené votre liaison dans la maison familiale pendant les heures de l'après-midi lorsque les enfants étaient présents. Est-ce exact? La question frappa comme une frappe de précision. L'avocat d'Allison lui avait clairement conseillé de s'attendre à des contestations concernant la liaison elle-même, mais pas sur les détails logistiques qui transformaient l'adultère d'un échec moral privé en preuve de négligence parentale. Ils étaient à l'école, dit-elle faiblement. Pas toujours. Les preuves montrent au moins 6 occasions où un ou plusieurs enfants étaient à la maison, malades, et vous avez choisi de poursuivre vos rencontres, plutôt que de fournir des soins appropriés. J'ai observé Allison réaliser que chaque décision désinvolte qu'elle avait prise, chaque fois qu'elle avait priorisé sa liaison sur les besoins de ses enfants, avait été documentée, et serait maintenant utilisée contre elle dans la procédure judiciaire la plus importante de sa vie. De plus, poursuivit la juge Hanley, nous avons le témoignage de votre fille aînée concernant ce qu'elle a observé et comment cela l'a affectée. C'était le moment que je redoutais et anticipais à part égale. 3 semaines plus tôt, j'avais eu la conversation avec Amber que je repoussais depuis ce matin-là au petit déjeuner. Elle avait demandé à me parler en privé, et ce qu'elle m'avait dit avait comblé les dernières lacunes dans ma compréhension de la toxicité de notre environnement familial. Papa, je savais pour maman et Roger depuis octobre, avait-elle dit, assise dans mon bureau avec la même expression sérieuse qui était devenue sa norme lorsqu'elle discutait des affaires familiales. Je les ai vus ensemble quand je suis rentré malade de l'école. Et je les ai entendus parler de toi. Les détails qu'elle avait fournis étaient pires que ce que j'avais imaginé. Pas seulement la liaison elle-même mais des conversations où Allison et Roger avaient discuté de mon entreprise, de mes finances, de mon apparente ignorance de leur relation. Ils avaient ri de ma maladresse sociale, spéculé sur combien d'argent ils pourraient éventuellement obtenir, et le plus dommageable de tout, rejeter les enfants comme des obstacles à gérer plutôt que des personnes à protéger. Elle a qualifié Whitney de nécessiteuse et a dit que Jerry était trop attaché à toi, m'avait dit Amber. Mais le pire c'est quand Roger a dit que j'allais causer des problèmes parce que j'étais trop intelligente et que je posais trop de questions. Maman était d'accord avec lui. Je lui avais demandé si elle voulait parler au médiateur, et elle avait acquiescé avec le genre de détermination sombre, qui me rappelait qu'elle était ma fille à plus d'un titre que la génétique. Maintenant le juge Hanley lisait la déclaration d'Amber, et chaque mot semblait être un nouveau clou dans le cercueil de la demande de garde d'Allison. Le témoin déclare: ma mère me traite différemment depuis qu'elle a commencé à passer du temps avec Monsieur Mayberry. Elle semble toujours en colère contre moi, même quand je n'ai rien fait de mal. Elle m'aidait parfois pour mes devoirs, mais maintenant elle me dit juste de me débrouiller toute seule. Quand je lui ai demandé pourquoi elle était méchante avec moi, elle a dit que j'étais dramatique et que je devais apprendre que le monde ne tourne pas autour de moi. Le visage d'Allison avait pâli, mais elle gardait son sang-froid. Amber est une enfant difficile. Elle a toujours été manipulatrice, et elle ressent clairement du ressentiment parce que j'ai essayé de fixer des limites appropriées. La réponse était exactement ce qu'il ne fallait pas dire, confirmant chaque allégation dans la déclaration d'Amber, tout en démontrant le genre de cruauté désinvolte qui avait empoisonné notre foyer pendant des mois. J'ai vu le juge Henley prendre note, et j'ai su que la décision de garde venait d'être prise. Il y a plus, poursuivit le juge. Je ne pense pas que ma mère nous aime de la même façon que papa.
Elle aime Jerry le plus parce que c'est un garçon et qu'il ne cause pas de problème. Elle aime bien Whitney parce que Whitney essaie vraiment de la rendre heureuse. Mais elle ne m'aime pas, et je pense que c'est parce que je lui rappelle qu'elle fait quelque chose de mal. La précision de l'observation d'Amber était dévastatrice, mais ce qui la rendait vraiment dommageable était sa sincérité évidente. Ce n'était pas une enfant qui avait été influencée ou manipulée. C'était quelqu'un qui avait observé sa famille se désintégrer et essayé de comprendre pourquoi. L'avocat d'Allison lui chuchota quelque chose à l'oreille, probablement en lui conseillant de rester silencieuse, mais elle secoua la tête et se pencha en avant. C'est exactement de cela dont je parle. Brian a monté les enfants contre moi. Il les a empoisonnés avec ses soupçons et son besoin de vengeance. Madame Banks, dit le juge Henley, la déclaration de votre fille a été faite avant qu'elle ne soit au courant de la procédure de divorce. La chronologie suggère que ces observations ont précédé toute influence de son père. C'était fini à ce moment-là, bien que le processus formel ait continué pendant encore 1 heure. Le partage des biens était simple, j'ai gardé la maison, l'entreprise et le portefeuille d'investissement, tandis qu'Allison a reçu l'appartement que j'avais acheté pour elle, et une pension alimentaire suffisante pour maintenir un style de vie confortable. Elle aurait des droits de visite, mais les enfants vivraient avec moi à temps plein. Plus important encore, l'arrangement de garde incluait des dispositions reflétant les préférences des enfants eux-mêmes. Amber avait demandé à limiter ses visites à sa mère à 1 fois par semaine du moins au début. Whitney et Jerry passeraient des week-ends alternés avec Allison, mais avec la possibilité de modifier le planning s'ils se sentaient mal à l'aise. En quittant le bureau de médiation, l'avocat d'Allison m'a pris à part. Je pratique le droit de la famille depuis 20 ans, dit-il, et je n'ai jamais vu une documentation aussi complète ni des conséquences aussi rapides. Ce que vous avez fait à cette femme, c'était méthodique. Elle a fait ses choix. J'ai simplement veillé à ce qu'ils aient des conséquences appropriées. Il secoua la tête. Vous n'avez pas seulement gagné cette affaire, monsieur Banks. Vous l'avez détruite. Complètement. J'espère que vous êtes satisfait. Cette question m'a hanté alors que je rentrais chez moi pour annoncer aux enfants que le divorce était prononcé, et que leur arrangement de garde était réglé. Étais-je satisfait? La justice avait-elle été rendue, ou étais-je simplement devenu le genre de personne qui utilisait des ressources supérieures, et une planification minutieuse pour écraser quelqu'un qui m'avait trahi? Les réactions des enfants étaient mitigées mais pas surprenantes. Jerry a accueilli la nouvelle avec le pragmatisme d'un enfant de 8 ans, s'interrogeant principalement sur la logistique, jouerait-il toujours au baseball, sa chambre resterait-elle la même, pourrait-il inviter des amis le week-end? Whitney a un peu pleuré mais semblait soulagée que l'incertitude soit terminée. Elle marchait sur des œufs depuis des mois, essayant de maintenir des relations avec ses 2 parents tout en sentant la tension entre nous. Amber a hoché la tête avec une satisfaction qui semblait étrangement mature sur son visage de 12 ans. Bien, dit-elle. Maman devait apprendre que les actions ont des conséquences. Cette phrase était quelque chose que j'avais dit à tous les enfants au fil des ans lorsqu'ils avaient fait de mauvais choix, mais l'entendre répéter dans ce contexte était comme regarder dans un miroir et voir quelqu'un que je n'étais pas sûr de reconnaître. Ce soir-là, après que les enfants se soient endormis, j'ai appelé Jézébel. Elle avait suivi les retombées de notre campagne avec un intérêt professionnel, suivant les effets en cascade de la destruction de la carrière de Roger et de l'exposition publique d'Allison. L'habilitation de sécurité de Roger a été définitivement révoquée, rapporta-t-elle. Il fait face à un procès civil de son ancien employeur, et à de possibles charges criminelles pour les irrégularités financières. Il a également été expulsé de son appartement et sa voiture a été saisie. Et Allison? Les photos de mannequinat marchent bien. Très bien même. Le marché amateur des MILF est apparemment très dynamique. Elle a gagné plus d'argent le mois dernier qu'elle ne l'aurait probablement imaginé, bien que je doute qu'elle apprécie cette célébrité. Cette mise à jour aurait dû me procurer un sentiment de justification, mais elle m'a plutôt laissé un goût amer. J'avais entrepris de m'assurer que la trahison ait des conséquences, et j'avais réussi au-delà de mes projections les plus optimistes. Tous deux étaient passés de professionnels de la classe moyenne aisée à des exemples édifiants sur les dangers de s'en prendre à quelqu'un disposant de ressources supérieures, et de moins de contraintes morales. Des regrets? Demanda Jézébel, comme si elle lisait dans mes pensées. Sur les méthodes? Non.
Ils ont choisi de me trahir dans ma propre maison, devant mes enfants. Mais je me demande parfois si je suis devenu quelqu'un dont mes enfants devraient avoir peur. Vos enfants sont en sécurité, protégés et libérés d'une influence toxique qu'ils étaient trop jeunes pour reconnaître, dit-elle. Amber ne semble certainement pas avoir peur de vous. Elle avait raison sur ce point. Si quelque chose, Amber semblait approuver ma gestion de la situation, affichant une satisfaction face à la justice rendue qui suggérait qu'elle avait hérité plus de ma nature analytique, que ce qui pourrait être sain pour une fille de 12 ans. Il y a autre chose, poursuivit Jézabel. J'ai réfléchi à notre arrangement. Quoi donc? Quand tout ceci a commencé, vous me payez pour des services professionnels. Mais au cours des derniers mois, je me suis retrouvé investi dans le résultat pour des raisons personnelles. Je me soucie de ce qui vous arrive, à vous et à vos enfants. Cet aveu m'a surpris, bien qu'avec le recul il n'aurait pas dû. Nous avions passé des heures au téléphone à planifier des stratégies, et nos conversations avaient progressivement évolué de discussions purement tactiques à quelque chose qui ressemblait davantage à un partenariat. Elle m'avait vu dans mes pires moments calculateur, vengeur, prêt à détruire ceux qui m'avaient fait du tort, et au lieu d'être repoussée, elle semblait trouver cela attrayant. Que voulez-vous dire? Je dis que lorsque vous serez prêt à penser à l'avenir plutôt qu'au passé, j'aimerais en faire partie. La conversation s'est poursuivie pendant 1 heure encore, abordant des possibilités que je ne m'étais pas permis d'envisager, alors que j'étais concentré sur la campagne contre Allison et Roger. Jézabel avait réussi par ses propres moyens, comprenait les aspects les plus sombres de la nature humaine et surtout, avait prouvé sa loyauté quand cela comptait le plus. Plus encore, elle représentait la possibilité d'une relation fondée sur le respect mutuel et des valeurs partagées plutôt que sur l'illusion romantique qui avait caractérisé mon mariage avec Allison. Elle m'avait vu à mon plus impitoyable et ne m'avait pas demandé de m'excuser pour avoir protégé ma famille. 2 mois plus tard, un samedi matin de mars, j'ai emmené les enfants pour notre petit déjeuner habituel du week-end. Cette routine était devenue un moment que nous attendions tous avec impatience. Un temps loin de la maison où nous pouvions parler librement de l'école, des amis et de tout ce qui leur passait par la tête. Amber était devenue plus bavarde depuis que le divorce avait été prononcé, comme si elle s'était retenue pendant des mois, et pouvait enfin exprimer ses opinions sans se soucier de la politique familiale. Whitney retrouvait progressivement sa nature joyeuse qui avait été étouffée pendant le pire des tensions conjugales. Jerry restait fondamentalement inchangé, ce que je prenais comme un signe que nous l'avions protégé du pire des drames adultes. « Papa, » dit Amber au-dessus de ses pancakes, « je peux te poser une question ?»« Bien sûr. »« Est-ce que tu sors avec Jézabel ?» La question m'a pris au dépourvu, bien que j'aurais dû m'y attendre. Amber ne manquait pas grand-chose, et Jézabel était une présence régulière dans nos vies depuis des mois, d'abord comme associée d'affaires, mais de plus en plus comme une amie. Nous passons du temps ensemble, et je dis prudemment. Comment te sens-tu à ce sujet? Elle a réfléchi à la question avec son sérieux caractéristique. Je l'aime bien. Elle est intelligente et ne nous traite pas comme si nous étions stupides. En plus, elle t'a aidé à faire en sorte que maman assume les conséquences de ses actes. Whitney a levé les yeux de son assiette. Est-ce qu'elle va devenir notre nouvelle maman? Personne ne pourrait remplacer votre mère, et je dis, ce qui était vrai même si je n'étais pas sûr que ce soit entièrement une bonne nouvelle. Mais Jézabel pourrait devenir une partie importante de notre famille d'autre façon. Comment ça? A demandé Jerry. Comme quelqu'un qui se soucie de nous tous et qui veut nous voir heureux et réussir. Ce n'était pas une réponse complète, mais c'était honnête. Jézabel et moi étions encore en train de déterminer ce que notre relation allait devenir, mais sa présence dans nos vies avait été incontestablement positive. Elle apportait une perspective qui complétait ma propre nature analytique et plus important encore, elle semblait vraiment apprécier passer du temps avec les enfants. Cet après-midi-là, pendant que les enfants étaient chez des amis, Jézabel et moi avons marché dans Central Park en discutant des projets pour les vacances de printemps. Elle avait suggéré des vacances dans un endroit chaud, soulignant que nous avions tous vécu assez de stress pour mériter du temps au soleil. Tu sais, dit-elle en s'arrêtant près du réservoir, il y a 6 mois si quelqu'un m'avait dit que je planifierais des vacances en famille avec un cadre de la tech et ses 3 enfants, j'aurais ri. Qu'est-ce qui a changé? Toi. Ou peut-être moi. Ou peut-être nous deux. Elle se tourna pour me faire face directement. Pendant des années, j'ai pensé que se soucier de quelqu'un vous rendait vulnérable. Mais en te voyant protéger ta famille,
j'ai compris que la vulnérabilité peut aussi être une source de force. Cette observation était caractéristique d'elle, psychologiquement perspicace et livrée sans sentimentalité. Elle m'avait vu à mon plus impitoyable, mais elle avait aussi vu que cette implacabilité venait de l'amour plutôt que de la cruauté. Je pensais être un bon juge de caractère, dis-je. Mais j'ai été marié à quelqu'un pendant 15 ans, sans comprendre qui elle était vraiment. Tu as compris qui elle était quand ça comptait. Et plus important encore, tu as agi sur cette compréhension au lieu de lui trouver des excuses. Nous avons marché dans un silence confortable pendant un moment, deux personnes qui s'étaient trouvées à travers des circonstances qu'aucun n'aurait choisies mais que tous deux avaient navigué avec succès. L'avenir s'étendait devant nous avec des possibilités qui semblaient à la fois excitantes et solidement ancrées dans la réalité. Ce soir-là, en bordant les enfants, j'ai réfléchi à quel point nos vies avaient été complètement transformées. 6 mois plus tôt, nous vivions dans une maison empoisonnée par la tromperie et la cruauté désinvolte. Maintenant nous avions l'honnêteté, la sécurité et le type de lien familial qui vient du fait d'avoir traversé l'adversité ensemble. Amber fut la dernière à dire bonne nuit, et elle me surprit avec une observation qui suggérait qu'elle comprenait plus de la situation que je ne l'avais réalisé. Papa, je suis contente que tu aies découvert pour maman et Roger. Pourquoi ça? Parce que maintenant je sais que si quelqu'un me traite mal, tu me protégeras. Et parce que maintenant je sais à quoi ressemble la vraie loyauté. Ce commentaire est resté avec moi alors que je retournais dans mon bureau pour examiner les derniers documents juridiques de la procédure de divorce. Tout était réglé maintenant. La garde, les biens, les arrangements futurs qui régiraient nos interactions avec Alison pour les années à venir. Mais plus que cela, j'avais appris quelque chose sur moi-même que je n'étais pas sûr de savoir auparavant. Lorsque les personnes que j'aimais étaient menacées, j'étais capable d'une destruction méthodique et systématique, exécutée avec une précision professionnelle et sans aucune pitié. C'était une connaissance dangereuse, mais aussi libératrice. Je ne serais plus jamais le mari naïf qui faisait confiance aux apparences plutôt qu'aux preuves, qui trouvait des excuses pour un comportement inexcusable, qui privilégiait la paix à la protection de ses enfants. L'homme qui avait gravi ces escaliers il y a 6 mois et découvert la trahison de sa femme avait disparu, remplacé par quelqu'un de plus dur, plus méfiant, et infiniment plus dangereux à contrarier. Que cette transformation soit une victoire ou une perte restait à voir, mais en regardant les preuves de la sécurité et de la protection de ma famille étalées sur mon bureau, je trouvais difficile de regretter le chemin qui nous avait menés ici.